Les néons blancs de l'unité de soins intensifs, USI, brûlaient les yeux. Le bip régulier des moniteurs cardiaques résonnait dans le silence clinique de l'hôpital de luxe, marquant chaque instant comme un compte à rebours vers la fin. Antoine Morel se tenait figé près du lit de sa fille. Sa main tremblait à quelques centimètres de l'interrupteur. 52 années de certitudes implacables s'effondraient en un geste dérisoire. Sa fille, Manon, était là depuis 5 mois, immobile, prisonnière entre la vie et le néant. « Monsieur Morel », dit la doctoresse avec cette voix professionnelle, empreinte d'une compassion forcée qu'il avait appris à haïr, « il n'y a plus d'activité cérébrale significative. Elle ne reviendra pas. Il est temps de la laisser partir. » Il déglutit lourdement. Des larmes qu'il n'avait pas versées depuis des années commencèrent à lui piquer les yeux. La pièce était pleine. Médecins, infirmières, sa sœur, même le curé de la paroisse. Tous attendaient. Tous étaient les témoins silencieux du moment où l'homme le plus influent de la ville plierait devant l'inévitable. Sa main se rapprocha du bouton, et c'est alors que la porte vola en éclats. Un garçon sale, le souffle court, la chemise déchirée, fit irruption dans l'USI tel un raz-de-marée. Des agents de sécurité se lancèrent à sa poursuite, mais il était trop rapide. « Non !» cria le gamin, sa voix déchirant le silence d'une puissance inouïe. « N'éteignez pas les machines, votre fille va se réveiller !» Antoine se figea, il reconnut ce visage instantanément. Le gamin de la cité, le vaurien qu'il avait chassé, humilié et interdit d'approcher. « Sortez ce gosse d'ici !» ordonna la doctoresse, le ton sec. 2 agents saisirent Léo par les bras. Il se débattait violemment, des larmes coulant sur son visage maculé de poussière. « Elle va se réveiller, je vous le jure. Je sais qu'elle va le faire !» criait Léo tandis qu'on le traînait. « S'il vous plaît, monsieur, vous devez me croire. Tu es fou !» lança l'infirmière en le repoussant. « Comment oses-tu faire irruption ici ? Éteignez, éteignez les machines !» suppliait Léo, les yeux rivés sur Antoine. « Votre fille est enfermée. Elle a besoin que vous lui fassiez confiance. Elle va se réveiller. » Un silence absolu s'installa. Antoine regarda ce garçon. Regarda ses yeux désespérés, honnêtes, empreints d'une pureté désarmante. Et quelque chose bougea en lui. Quelque chose que la logique la plus froide ne pouvait expliquer. Il regarda sa fille, les tubes, les moniteurs. Regarda cette jeune fille qu'il avait perdue bien avant l'accident. Sa main revint vers l'interrupteur. « Monsieur Morel, ne le faites pas, » l'avertit la doctoresse. « Ce n'est qu'un enfant perturbé. Ne cédez pas à l'impulsion. » Mais Antoine n'entendait plus personne. Il n'écoutait que son propre cœur battant à tout rompre. Et alors, contre toute raison, contre toute évidence médicale, il appuya sur le bouton. 8 mois plus tôt, Léo se levait tous les jours à 5 heures du matin, non par choix, non par plaisir, mais parce que la faim, elle, n'attend personne. La cabane en bois où il vivait avec sa mère se dressait au sommet de la cité de l'espoir. Un nom cruellement ironique pour un endroit où l'espoir s'éteignait un peu plus chaque jour. 3 pièces minuscules, des murs fins, un toit qui prenait l'eau dès la première averse, et sa mère, Madame Dubois, de plus en plus faible dans son lit, minée par une maladie qu'il n'avait pas les moyens de soigner correctement. « Léo, mon fils, tu n'as pas besoin de travailler autant, » lui murmurait-elle le matin alors qu'il se préparait à partir. « Si, maman, et tu as besoin de manger. » Il avait 12 ans, mais ses yeux portaient déjà le fardeau de décennies de responsabilité. Livreur de repas. 20 € par jour, avec de la chance. 40 kilomètres sur son vieux vélo, sous le soleil de plomb ou la pluie battante. Peu importait. Léo connaissait la géographie de l'inégalité par cœur. Il connaissait les quartiers où les chiens mangeaient mieux que lui. Il connaissait les résidences où les gens se plaignaient de la climatisation tandis qu'ils suaient sous une chaleur accablante. Il connaissait les regards méprisants des gardiens, la manière dont les agents de sécurité le fouillaient avant de le laisser entrer, comme si la pauvreté était synonyme de délinquance. Mais il ne se plaignait jamais. Il pédalait, c'est tout. C'est lors d'une de ces livraisons qu'il aperçut Manon pour la première fois. La résidence du Lac Doré.
Le genre d'endroit qui semblait avoir été téléporté d'une autre planète. Une fontaine centrale, des piscines, des cours de tennis impeccables, des jardins dignes d'un magazine de luxe. Manon était assise seule sur une balançoire dans le parc, 12 ans, elle aussi. Mais alors que Léo connaissait la rudesse de la vie, elle connaissait la solitude dorée de la richesse. « Ça va ?» demanda Léo, sans réfléchir. Elle leva le visage. Ses yeux étaient rouges à force d'avoir pleuré. « Pourquoi ça t'importe ?»« Parce que tu pleures. » Une réponse simple, honnête, quelque chose que Manon n'avait pas l'habitude d'entendre. Elle regarda ce garçon sale de travail, avec son t-shirt délavé et ses baskets trouées, et vit en lui quelque chose que personne dans son monde n'avait, la sincérité. « Mon père a oublié mon anniversaire, dit-elle, la voix brisée. Encore une fois. Léo s'assit à côté d'elle sur la balançoire. « Ma mère est malade, elle ne peut pas se lever. Parfois, j'échangerai mon anniversaire contre le fait qu'elle se réveille sans douleur. » Manon le regarda comme s'il avait parlé dans une langue étrangère. Elle avait tout, il n'avait rien. Mais d'une certaine façon, c'était elle la plus vide des deux. Ce fut le premier d'une longue série de rencontres. Léo commença à passer par la résidence tous les jours, même quand il n'avait pas de livraison. Manon l'attendait au parc. 15 minutes, une demi-heure quand elle avait de la chance. Des conversations qui les sauvaient tous les deux à des niveaux différents. Elle racontait la pression étouffante d'être la fille d'Antoine Morel, l'homme d'affaires qui avait bâti un empire de centres commerciaux mais n'arrivait pas à bâtir une relation avec sa propre fille. L'homme qui mesurait l'affection en cadeaux coûteux et l'amour en argent sur un compte, qui passait des semaines en voyage, et quand il était à la maison, il était au téléphone. Qui regardait Manon comme on coche un élément de son agenda, fille, ok. Léo racontait sa mère, les médicaments qu'il ne pouvait pas acheter, les rêves qu'il devait mettre en attente. Mais il racontait aussi les petites joies, le sourire de sa mère quand il ramenait un pain chaud, le coucher de soleil vu de la cité, la liberté de n'avoir rien à perdre. « J'aimerais avoir ton courage, » lui dit Manon un jour. « Et moi j'aimerais que tu n'aies pas besoin de courage pour être heureuse, » répondit Léo. Leur amitié était un secret bien gardé. Manon savait que son père ne l'approuverait jamais. Son préjugé était silencieux, mais violent. « Les gens comme nous ne se mélangent pas à cette catégorie de personnes, » lui avait-il dit plus d'une fois, en parlant de quiconque n'appartenait pas à son cercle d'influence. Mais Manon s'en moquait. Pour la première fois de sa vie, elle sentait que quelqu'un la voyait réellement. Ne voyait pas la fille du millionnaire, ne voyait pas le nom Morel, ne voyait pas l'héritière, voyait Manon, la gamine de 12 ans qui voulait juste être écoutée. Et Léo avait trouvé quelque chose que l'argent n'achète jamais, une amie qui se fichait d'où il venait. Pendant 3 mois, ils gardèrent leur secret. 3 mois de discussions volées, de rires dissimulés, d'une amitié pure qui défiait toutes les règles invisibles de la société. Mais les secrets, surtout ceux qui traversent les murs de la classe sociale, ne durent jamais éternellement. Antoine Morel avait des caméras dans toute la résidence, et lorsque l'agent de sécurité vint lui montrer les images de sa fille en train de parler avec ce gamin, quelque chose se brisa en lui. Ce n'était pas de l'inquiétude paternelle, c'était son contrôle qui était bafoué. « Qui est ce gosse ?» demanda-t-il, la voix glaciale. « C'est mon ami », répondit Manon, affrontant son père pour la première fois. « Ami ?» Antoine rit sans aucune once d'humour. « Tu crois qu'un vaurien pareil veut être ton ami ? Il veut profiter de toi, il veut de l'argent, il veut s'introduire dans notre vie. Tu ne le connais pas ! Et toi, tu ne connais pas le monde, Manon. » C'est alors qu'Antoine prit une décision radicale. Il allait donner une leçon à sa fille, et il allait remettre ce garçon à sa place. Le lendemain, lorsque Léo arriva à la résidence pour ses livraisons, Antoine l'attendait, et ce qui arriva ce jour-là allait tout changer. Mais Léo ne savait pas encore que la pire humiliation de sa vie était à quelques secondes de là. Antoine Morel l'attendait au portail de la résidence lorsque Léo arriva. Il n'était pas seul. 3 agents de sécurité à ses côtés, le gérant de l'immeuble. Quelques résidents curieux observèrent de loin. Léo sentit son estomac se nouer avant même de descendre de son vélo. « Toi » Antoine le pointa du doigt, accusateur. « Viens ici. »
Léo poussa son vélo lentement, le cœur battant la chamade. Il n'avait jamais vu cet homme de près, seulement dans les photos que Manon lui montrait, mais en personne, Antoine Morel était encore plus intimidant. Costume à 1 000 €, montre qui valait plus que la maison de Léo, posture de celui qui est habitué à être obéi sans discussion. « Monsieur Morel, ça ne m'intéresse pas », coupa Antoine. Sa voix était froide, calculée. « Tu sais qui je suis ? » ?»« Oui, monsieur. »« Alors tu sais que je peux détruire ta vie d'un simple coup de fil. » Léo déglutit difficilement. Les gens autour commencèrent à se rapprocher, sentant le drame se préparer. « Je voulais juste... »« Tu voulais quoi ?» Antoine fit un pas en avant, envahissant l'espace personnel de Léo. « T'approcher de ma fille ? Tu crois que je ne sais pas ce qui se passe ici ?» Un des agents de sécurité montra une tablette avec les images des caméras. Léo et Manon en train de parler au parc. Rire ensemble. Partager une collation. « Laisse-moi t'expliquer quelque chose, gamin, » continua Antoine, la voix montant. « Tu penses que tu peux entrer dans ma vie, dans la vie de ma fille, et que je vais rester les bras croisés ? Elle est mon amie, » dit Léo, essayant de garder une voix ferme. « Ami ?» Antoine rit sans la moindre trace de gaieté. Ce fut un son cruel qui déchira l'air. « Tu n'as pas d'amis ici. Tu n'appartiens pas à cet endroit. Regarde-toi. » Il fit un geste de haut en bas vers Léo avec dédain. Vieux vêtements. Basket trouée. Vélo qui n'est qu'un tas de ferraille. Tu crois vraiment que quelqu'un comme toi peut être l'ami de quelqu'un comme elle ? L'argent ne définit pas l'amitié, répondit Léo, sentant les larmes lui brûler les yeux, mais refusant de les laisser couler. Non ? Antoine s'approcha encore. Alors pourquoi es-tu là ? Que veux-tu ? De l'argent ? Tu veux que je te donne quelques billets pour que tu disparaisses ? L'humiliation cuisait comme de l'acide. Chaque mot était un fouet public. Je ne veux rien de vous, monsieur. Je voulais juste mensonge, cria Antoine, faisant reculer Léo d'un pas. Vous voulez toujours quelque chose, toujours. Tu crois que je ne connais pas les gens comme toi ? Profiteur, parasite. C'est alors que Manon apparut. Papa, arrête ! Elle courut à travers le jardin, les yeux écarquillés d'horreur en voyant la scène. Manon, rentre à la maison, ordonna Antoine sans la regarder. Non, tu n'as pas le droit de lui faire ça. J'en ai le droit et je vais le faire. Ce gosse ne t'approchera plus. Manon s'arrêta à côté de Léo, les yeux rouges de rage et de larmes. Ce n'est pas un gosse, c'est mon ami, le seul ami sincère que j'ai. Tu ne sais pas ce que tu dis, répondit Antoine, mais pour la première fois, il y avait comme de la douleur dans sa voix. Rentre à la maison, tout de suite. Pourquoi ne peux-tu pas accepter que quelqu'un m'aime sans rien vouloir en retour ? Cria Manon. Pourquoi tout dans ta vie doit être une transaction ? Le silence qui s'ensuivit fut assourdissant. Antoine regarda sa fille comme si elle venait de le gifler. « Sécurité, dit-il, la voix basse et dangereuse. Sortez ce garçon d'ici, et s'il revient, appelez la police. » 2 agents saisirent Léo par les bras. « Non !» Manon tenta de retenir la main de son ami, mais fut empêchée par un autre agent. « Ça va aller, Manon, » dit Léo, les larmes coulant enfin. « Tout va bien. » « Non, ça ne va pas, ce n'est pas juste. » Léo fut traîné hors du portail tandis que Manon hurlait et se débattait. La dernière image qu'il eut d'elle fut celle d'elle, reconduite dans l'appartement, pleurant, impuissante. Ils le jetèrent sur le trottoir, littéralement. Léo tomba à genoux sur l'asphalte brûlant. « Si je te revois ici, tu le regretteras, » menaça un des agents. Quand Léo se releva, il avait du sang sur le genou et des larmes sur le visage. Il ramassa son vélo, qui avait été jeté à côté, et commença à pédaler loin de là. Mais l'humiliation n'était pas le pire. Le pire était de savoir que Manon était là-dedans, seule, entourée de tout mais ne possédant rien d'essentiel. Les jours suivants furent un enfer silencieux. Léo continuait de travailler, mais son cœur était brisé. Chaque fois qu'il passait près de la résidence, il regardait en haut, espérant apercevoir Manon à la fenêtre. Mais les rideaux étaient toujours tirés. Il essaya d'envoyer des messages. Bloqué, essaya d'appeler, numéro changé. Antoine avait érigé un mur entre eux. Non pas de briques, mais de pouvoir et de contrôle. Manon, prisonnière dans l'appartement, dépérissait. Elle arrêta de bien manger.
arrêta de sourire. Les jours s'étiraient comme des années. Elle regardait par la fenêtre, cherchant ce garçon à vélo qui la faisait se sentir humaine. Mais Léo ne revenait plus. 3 semaines de silence, 3 semaines de solitude pour les deux. Et puis, cela arriva. C'était un mardi soir. Léo était à la maison, aidant sa mère à prendre ses médicaments lorsque la vieille télévision annonça la nouvelle. Grave accident sur l'avenue du Général Leclerc. L'homme d'affaires Antoine Morel et sa fille ont été transportés d'urgence après une collision frontale. Le monde de Léo s'arrêta. Les images montraient la voiture de luxe démolie, des ambulances, des lumières rouges et bleues clignotant dans la nuit. La fille de l'entrepreneur, âgée de seulement 12 ans, est dans un état extrêmement grave. Léo n'entendit plus rien. Il se précipita dehors, saisit son vélo, pédala jusqu'à l'hôpital à une vitesse défiant les lois de la physique. Quand il arriva devant les urgences, essoufflé, en sueur, désespéré, un agent de sécurité lui bloqua l'entrée. « Vous ne pouvez pas entrer. Je dois voir Manon, s'il vous plaît. Famille seulement. » Léo essaya de passer. Il fut repoussé. « J'ai dit que vous ne pouvez pas entrer. » Il resta là, à l'extérieur, tandis que les ambulances entraient et sortaient, tandis que les médecins couraient, tandis que la vie de Manon ne tenait qu'à un fil. Et Léo ne pouvait absolument rien faire, sauf une chose qu'il savait capable de tout changer. Léo ne savait pas comment, mais il réussit. 2 nuits après l'accident, il retourna à l'hôpital. Cette fois, pas par l'entrée principale où les agents le connaissaient. Il entra par les urgences, au milieu du chaos d'un vendredi soir. Ambulance arrivante, médecin courant. Personne ne prêtait attention à un garçon de 12 ans qui marchait dans les couloirs, comme s'il était à sa place. Il avait mémorisé le numéro de la chambre. 3e étage, LVIP, chambre 314. Quand il poussa la porte et vit Manon pour la première fois depuis l'accident, le monde sembla s'arrêter. Elle était entourée de machines, des tubes sortant de son nez, de sa bouche, de ses bras. Le son rythmique du ventilateur qui gonflait et dégonflait ses poumons artificiellement. Des moniteurs clignotant avec des chiffres que Léo ne comprenait pas, mais qui semblaient hurler qu'elle était au bord du précipice. Il s'approcha lentement, comme si un mouvement brusque pouvait la briser davantage. « Salut Manon » murmura-t-il, la voix nouée. « C'est moi, Léo ?» Aucune réponse, juste le bip constant des moniteurs. Il tira une chaise et s'assit à côté du lit. Il prit sa main avec précaution, effrayé par sa froideur. « Je sais que tu m'entends, » dit-il, les larmes coulant librement. « Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Tu es là-dedans, quelque part. » Et c'est ainsi que cela commença. Léo revint la nuit suivante, et la suivante, et encore la suivante. Il développa une routine, se lever à 5 heures, travailler toute la journée à livrer des repas, rentrer pour s'occuper de sa mère, puis, à la tombée de la nuit, pédaler les 15 kilomètres jusqu'à l'hôpital. Il entrait toujours de la même manière, attendait le changement de car, montait les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, entrait dans la chambre comme si c'était l'endroit le plus naturel du monde. Et il lui parlait. Il lui racontait sa journée, ses livraisons, sa mère qui se portait un peu mieux, le chien qu'il avait vu dans la rue et qui lui rappelait une conversation qu'ils avaient eue sur les animaux. « Tu te souviens que tu voulais un chien ?» demanda-t-il un soir, lui tenant la main. « Ton père ne t'a jamais laissé parce qu'il disait que c'était trop de désordre. Mais quand tu te réveilleras, je trouverai un moyen pour que tu rencontres Rintintin, le bâtard de Madame Martin. C'est le plus mignon que tu aies jamais vu. » Les moniteurs clignotaient. Léo les regardait comme s'ils étaient des oracles révélant les secrets de l'univers. Ce fut la 5e nuit qu'il comprit. Il racontait une histoire sur le jour de leur rencontre, riant doucement en se rappelant à quel point Manon avait été vexée lorsqu'il lui avait proposé de partager son repas. « Tu m'as regardé comme si je t'avais offert des ordures, » dit-il, souriant. « Mais après, tu as avoué que tu avais faim. » Et puis, cela arriva. Le moniteur à côté du lit afficha une légère altération, rien de dramatique, juste un petit pic dans la fréquence cardiaque, si subtil qu'une personne inattentive ne l'aurait pas remarqué. Mais Léo le remarqua. « Manon ?» Il se pencha. « C'est toi, tu m'as entendu ?»
Il attendit, le cœur battant, et puis il raconta une autre histoire. Et le moniteur changea à nouveau. Juste un peu, mais c'était là. « Tu m'entends » murmura Léo, émerveillé. « Je le savais. Je savais que tu étais là. » Les jours suivants, il commença à tester. Il parlait de choses neutres et observait les moniteurs. Puis, il parlait de leurs souvenirs ensemble et voyait les petits changements. C'était comme si Manon était enfermée dans son propre corps, mais toujours consciente d'une manière ou d'une autre, toujours en train de se battre. Ce fut lors d'une de ces nuits qu'il découvrit le côté humain d'Antoine Morel. Léo sortait de la chambre tard dans la nuit lorsqu'il entendit des voix dans le couloir. Il se cacha derrière une machine à café et vit l'homme d'affaires marcher avec un médecin. « Combien de temps encore » demanda Antoine. Sa voix était différente, brisée, plus aucune arrogance. « Honnêtement, monsieur Morel, nous ne savons pas. Elle est stable, mais sans signe de conscience. Son cerveau a subi un traumatisme significatif. Mais elle peut se réveiller? Techniquement, oui. Mais statistiquement, après 5 mois dans cet état, les chances sont... Je ne veux pas de statistiques, explosa Antoine. Mais ce n'était pas de la colère, c'était du désespoir. Je veux ma fille de retour. Le médecin posa une main sur son épaule. Je sais, nous le voulons tous. Quand le médecin partit, Antoine resta immobile dans le couloir. Et puis il fit quelque chose que Léo n'aurait jamais imaginé voir. L'homme le plus puissant de la ville s'effondra. Il s'appuya contre le mur et glissa jusqu'au sol, se couvrant le visage de ses mains, les épaules secouées de sanglots silencieux. « Pardonne-moi, Manon » murmura-t-il dans le vide. « Pardonne-moi de ne pas avoir été le père que tu méritais. Pardonne-moi d'avoir été si aveugle. » Léo sentit quelque chose bouger en lui. Ce n'était pas du pardon. Pas encore. Mais c'était le début de la compréhension. La prise de conscience qu'Antoine Morel n'était pas un méchant de bande dessinée. C'était juste un homme qui avait tout, sauf ce qui comptait le plus. Léo continua ses visites secrètes. Les semaines devinrent des mois. Il parlait, lui tenait la main, racontait des histoires, et les petits signes continuaient. Les médecins ne les voyaient pas, parce qu'ils ne cherchaient pas. Mais Léo les voyait parce qu'il était là pour ça. « Les médecins disent que tu ne vas pas te réveiller », dit-il un soir, lors de sa 11e semaine de présence. « Mais je ne les crois pas. Je pense que tu attends le bon moment. Je pense que tu essaies de revenir, mais quelque chose te retient. » Il se rapprocha. « Et je resterai ici jusqu'à ce que tu trouves le chemin du retour. Je te le promets. » Ce fut cette semaine-là que tout commença à s'écrouler. Léo sortait de l'hôpital lorsqu'il entendit une infirmière parler à une autre. « Tu as vu ce gamin qui rôde au 3e étage ?»« Quel gamin ?»« Un petit, maigre, vieux vêtements. Je crois qu'il vole quelque chose. » Léo sentit son sang se glacer. Il avait été prudent, mais pas assez. Quand il rentra chez lui, ce soir-là, il savait que ses jours à l'hôpital étaient comptés. Ce n'était qu'une question de temps avant d'être découvert. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le temps s'épuisait d'une manière bien pire. Car le lendemain, les médecins allaient réunir la famille de Manon pour une discussion. Une discussion sur l'arrêt des machines, sur le fait de la laisser partir. Et Léo n'avait aucune idée que la bataille la plus difficile ne faisait que commencer. Léo sortait de la chambre de Manon quand la lumière du couloir s'alluma brusquement. « Hé, qu'est-ce que tu fais là ?» L'infirmière en chef, une femme d'une 50aine d'années au regard perçant, s'avança vers lui. Léo se figea, le cœur battant à tout rompre. « J'étais juste... Êtes-vous un parent de la patiente ?» le coupa-t-elle, attrapant déjà le talkie-walkie accroché à son uniforme. « Non, mais... Sécurité, 3e étage. Nous avons une intrusion. S'il vous plaît, vous ne comprenez pas ?» tenta d'expliquer Léo. Mais 2 agents surgissaient déjà de l'ascenseur. « C'est ce gamin !» désigna l'infirmière. « Je l'ai vu rôder ici plusieurs fois. Je pensais qu'il volait. Je ne vole rien, je veux juste voir Manon. »« Manon ?» L'infirmière fronça les sourcils. « Vous connaissez la patiente de la 314 ?» Avant que Léo ne puisse répondre, une voix coupa l'air comme un fouet. « Que se passe-t-il ici ?» Antoine Morel sortait de l'ascenseur. Il venait d'arriver pour la veillée nocturne qu'il faisait tous les jours. Quand ses yeux se posèrent sur Léo, la couleur quitta son visage. D'abord le choc, puis la reconnaissance,
puis une fureur pure. « Toi !» Antoine s'avança comme un taureau. « Encore toi !»« Monsieur Morel, vous connaissez ce garçon ?» demanda l'infirmière. « Le connaître, le connaître ?» Antoine rit sans humour. « Ce gosse est un fléau qui ne lâche pas ma famille. » Il attrapa Léo par le bras avec force, ses doigts s'enfonçant dans la peau mince du garçon. « Comment oses-tu entrer ici ? Je voulais juste voir si elle allait bien, » cria Léo en retour, les larmes lui brûlant déjà les yeux. « Elle ? Tu n'as aucun droit d'appeler ma fille elle, tu n'es rien pour elle, rien !» L'agitation attira d'autres personnes, infirmiers, médecins de garde, patients d'autres chambres qui ouvraient les portes pour voir ce qui se passait. « Monsieur Morel, calmez-vous !» tenta d'intervenir un agent. « Me calmer ?» Antoine était hors de contrôle. « Ce vaurien a fait irruption dans l'hôpital. Il rôde autour de ma fille. Il prépare probablement un coup. »« Je ne prépare rien. » Léo se débattit, essayant de se libérer. « Elle m'entend. Je sais qu'elle m'entend. » « M'entend ?» Antoine le poussa contre le mur. « Elle est dans un coma végétatif depuis 5 mois. Elle n'entend rien. Elle n'est rien d'autre qu'un corps maintenu en vie par des machines. Ce n'est pas vrai. Quand je lui parle, les moniteurs changent. Je l'ai vu. » La doctoresse qui était arrivée avec Antoine intervint. « Monsieur, ce n'est pas possible. Mademoiselle Manon ne présente aucun signe de conscience. »« Mais je l'ai vu !» cria Léo, désespéré. « Chaque fois que je lui raconte des histoires, son rythme cardiaque change. Elle m'écoute de quelque part. »« Fantasme d'enfant, » dit la doctoresse avec pitié. « Il est courant que les gens en état de déni créent de tels récits. »« Je ne suis pas dans le déni !» Antoine s'approcha, son visage à quelques centimètres de celui de Léo. Sa voix était basse, dangereuse, chargée de venin. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas ? Tu as détruit sa vie une fois. Elle est devenue dépressive après que je t'ai éloigné. Elle a arrêté de manger, de sourire. Et cette nuit-là, alors que nous allions chez le psychologue parce qu'elle était malade à cause de toi, l'accident s'est produit. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'estomac de Léo. « C'est ta faute, » continua Antoine, chaque mot étant un coup de poignard. « Si tu n'étais jamais apparu dans sa vie, elle irait bien maintenant. Mais tu es apparu. Et maintenant, elle est en train de mourir. »« Non, » murmura Léo, le monde tournant. « L'accident était ta faute. Et si elle meurt, ce sera ta faute aussi. » Léo sentit ses jambes flancher. L'agent de sécurité dut le retenir. « Appelez la police !» ordonna Antoine. « Je veux que ce gosse soit arrêté pour intrusion, harcèlement, trouble à l'ordre public. Je m'en fiche. Je le veux loin d'ici. »« Monsieur, ce n'est qu'un enfant, » essaya l'infirmière. « Je m'en fiche. Sortez-le d'ici. » Ils traînèrent Léo dans les couloirs. Il parvenait à peine à marcher, les mots d'Antoine résonnant dans son esprit. « C'est ta faute, c'est ta faute, c'est ta faute !» Les gens regardaient, jugeaient, murmuraient. Quelle honte! Que faisait-il là? Ce doit être un de ces gamins des rues qui volent les hôpitaux. Léo fut jeté dans la rue. Littéralement, ils le poussèrent dehors et verrouillèrent l'entrée. « Si tu reviens ici, » avertit l'agent, « ce ne sera pas seulement une expulsion, ce sera la prison. Compris ?» Léo ne répondit pas. Il ne le pouvait pas. Il resta là, assis sur le trottoir, tremblant. Les paroles d'Antoine ne quittaient pas sa tête. « C'est ta faute. Était-ce vrai? Si jamais il ne s'était approché de Manon, irait-elle bien maintenant ?» Il pédala jusqu'à la maison en mode automatique, les larmes brouillant sa vue. Quand il arriva à la cabane, sa mère dormait. Il s'allongea sur le lit, mais ne put trouver le sommeil. Et puis, 2 jours plus tard, vint le coup de grâce. Léo travaillait lorsque son vieux téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Normalement, il ne répondait pas, mais quelque chose le força à appuyer sur le bouton vert. « Allô? Léo ?» C'était la voix d'une infirmière. Pas l'infirmière en chef, mais une plus jeune qui avait été gentille avec lui parfois. « Tu ne devrais pas le savoir, mais j'ai pensé que tu méritais de le savoir. » Savoir quoi? Sa voix était étranglée. La famille de Manon est réunie avec les médecins en ce moment. Ils vont débrancher les machines. Le monde s'arrêta. Quoi? Son état a empiré ces derniers jours. Elle a commencé à avoir des infections. Les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir, que la maintenir en vie ainsi est cruel. La famille a donné son accord.
Ils vont le faire ce soir. Non! Cria Léo, faisant se retourner les gens dans la rue. Ils ne peuvent pas. Elle va se réveiller. Je sais qu'elle va le faire. Je suis désolé, Léo. Vraiment. L'appel se coupa. Léo laissa tomber son vélo au milieu de la rue et commença à courir. 15 kilomètres jusqu'à l'hôpital. Il s'en fichait. Ses jambes brûlaient, ses poumons hurlaient, mais il continuait. Quand il arriva, il y avait des agents de sécurité à la porte, les mêmes qui l'avaient expulsé. « Encore toi? J'ai dit que... » « S'il vous plaît. » Léo tomba à genoux. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin de parler à son père. Seulement 5 minutes. » « Non. Elle va mourir. Vous ne comprenez pas? S'il débranche les machines maintenant, elle va mourir. Mais elle est vivante. Elle est là-dedans, enfermée. Gamin, tu as besoin d'aide psychologique. » Léo tenta de passer. Il fut repoussé. Essaya à nouveau. Il fut jeté au sol. Et c'est alors qu'il vit à travers les portes vitrées Antoine, marchant dans le couloir en direction de l'ascenseur, vers le 3e étage, vers la chambre de Manon, vers le moment final. « Non !» cria Léo, frappant les portes. « Monsieur Morel, s'il vous plaît, écoutez-moi, débranchez les machines, et elle va se réveiller, je le jure sur tout. » Mais ces mots se perdirent dans le verre, dans le bruit de la rue, dans l'indifférence du monde. Antoine ne regarda pas en arrière. Il entra dans l'ascenseur, et les portes se refermèrent. Léo resta devant l'hôpital pendant 3 heures, assis sur le trottoir, appuyé contre le mur froid. Les agents le regardaient avec pitié et irritation. Les gens passaient, l'évitaient comme s'il était invisible, ou pire, comme s'il n'était qu'un gamin des rues de plus qu'il préférait ignorer. Il essaya d'appeler l'hôpital. On lui raccrocha au nez. Il essaya d'envoyer un message à l'infirmière qui l'avait prévenu. Pas de réponse. Il essaya même de demander à des étrangers d'appeler en se faisant passer pour des parents. Personne ne voulut l'aider. Léo était complètement seul. À l'intérieur, au 3e étage, dans une chambre silencieuse et froide, une décision était sur le point d'être prise. Antoine Morel se tenait près du lit de sa fille. Sa sœur, Sophie, était de l'autre côté, tenant la main de Manon. Le médecin, docteur Lévesque, était au pied du lit avec un dossier à la main. Papier, autorisation, consentement. « Monsieur Morel, » dit le médecin avec cette voix qui mêlait professionnalisme et compassion étudiée, « je sais à quel point c'est difficile, mais nous devons parler des étapes suivantes. » Antoine ne répondit pas. Il regardait simplement sa fille, ce visage qui avait autrefois de la lumière et qui n'était plus qu'un masque pâle, les tubes qui la maintenaient en vie, les moniteurs qui montraient un cœur battant mais aucune conscience derrière. « Elle ne reviendra pas, » poursuivit le médecin. 5 mois, aucun signe d'amélioration. Les infections s'aggravent, son corps est en train de s'éteindre, morceau par morceau. « Arrêtez !» murmura Antoine. « Je sais que c'est douloureux à entendre, mais j'ai dit d'arrêter !» Le cri résonna dans la pièce. Sophie se recroquevilla. Le médecin fit un pas en arrière. Antoine se couvrit le visage de ses mains. Quand il les retira, les larmes coulaient librement. « C'est ma fille, ma seule fille. Et c'est pour ça que tu dois la laisser partir, » dit Sophie, la voix brisée. « Regarde-la, Antoine. Elle n'est plus là, tu le sais. » « Non, non, je ne le sais pas. La maintenir ainsi est de l'égoïsme, c'est de la cruauté. » Antoine regarda sa sœur comme si elle venait de lui tirer dessus. « Égoïsme, égoïsme, j'essaie de sauver ma fille. Tu ne peux pas la sauver, personne ne le peut. Les médecins l'ont dit, il n'y a pas d'activité cérébrale. Elle est partie, Antoine. Et tu dois accepter cela avant qu'elle ne souffre davantage. » Les mots tombèrent comme du plomb sur sa poitrine. Le médecin s'approcha avec prudence. « Monsieur Morel, je sais que c'est la décision la plus difficile que vous aurez à prendre. Mais la maintenir ainsi, ce n'est pas une vie. C'est une existence artificielle. Et avec les infections qui s'aggravent, elle souffre. Même sans conscience, son corps souffre. « Comment le savez-vous » demanda Antoine, la voix désespérée. « Comment pouvez-vous être certain qu'elle n'est pas là-dedans, quelque part, entendant tout, enfermée, hurlant pour sortir? Parce que nous avons fait tous les tests possibles. IRM, électroencéphalogramme. Il n'y a rien, je suis désolé. »
Antoine s'approcha du lit, prit la main de Manon, si froide, si fragile. « Pardonne-moi, lui murmura-t-il. Pardonne-moi pour tout, pour ne pas avoir été le père que tu méritais, pour avoir été trop dur, trop distant, pour t'avoir éloigné du seul ami que tu avais. » Il s'arrêta. Les mots du garçon résonnèrent dans son esprit. « Elle m'entend. Quand je lui parle, les moniteurs changent. » Fantasme d'enfant, avait dit la doctoresse. Mais et si ce n'était pas le cas? Antoine secoua la tête. Non, il ne pouvait pas penser ainsi. Il ne pouvait pas s'accrocher à des espoirs impossibles. C'était du déni. C'était du désespoir. « Je ne sais pas comment vivre sans elle, » confessa-t-il. « Tu apprendras, » dit Sophie venant l'embrasser. « Pas aujourd'hui, pas demain, mais un jour. » Le médecin posa les documents sur la table de chevet. « Quand vous serez prêt, j'ai besoin que vous signiez ici. Et ensuite, nous procéderons de manière digne et sans douleur. » Antoine regarda les papiers. La ligne pointillée attendant sa signature. La sentence de mort de sa propre fille qu'il était sur le point de signer. Dehors, Léo était en pleine détresse. Il frappa le mur jusqu'à ce que ses jointures saignent, cria jusqu'à ce que sa voix devienne rauque, supplia jusqu'à ne plus avoir de larmes. Rien ne fonctionnait. Une pensée terrible commença à se former dans son esprit. Et s'il s'était trompé? Et si Manon n'était vraiment pas là? Et si les moniteurs changeants n'étaient qu'une coïncidence? Et s'il avait créé un fantasme parce qu'il ne pouvait accepter que son ami était perdu? Et si Antoine avait raison? Et si tout cela était de sa faute? Léo se laissa glisser le long du mur jusqu'à s'asseoir par terre. Il regarda ses propres mains. Des mains de garçon pauvre. Des mains qui ne pouvaient sauver personne. « Je n'y arrive pas, » murmura-t-il dans le vide. « Je ne peux pas la sauver. » Ce fut le moment le plus sombre de sa vie. Le moment où le poids du monde devint trop lourd à porter. Le moment où il faillit abandonner. Mais alors, quelque chose arriva. Un oiseau se posa à côté de lui sur le trottoir. Un petit moineau brun. Il regarda Léo avec ses petits yeux noirs et chanta. Un son simple, pur. Et Léo se souvint de quelque chose que Manon lui avait dit une fois. « Ma mère est morte quand j'avais 5 ans. La dernière chose qu'elle m'a dite, c'est « Quand tu te sentiras perdu, cherche les petits oiseaux. Ils connaissent toujours le chemin de la maison. » Léo regarda l'oiseau, le ciel, l'hôpital. Et alors il sut. Ce n'était pas une question de logique. Ce n'était pas ce que disaient les médecins. Ce n'était pas ce qu'Antoine croyait ou ne croyait pas. C'était une question de foi. Foi pure, irrationnelle, impossible. Manon était là-dedans, elle attendait, et elle avait besoin de quelqu'un qui croit en elle quand personne d'autre n'y croyait. Léo se leva, essuya ses larmes, regarda les agents à la porte. Il avait une dernière chance, une seule carte à jouer, et si ça ne marchait pas, il n'aurait plus rien à perdre. Parce que là-haut, au 3e étage, Antoine Morel prenait le stylo. Et Léo savait qu'il n'avait que quelques minutes avant que Manon ne soit perdue à jamais. Léo n'a pas réfléchi. Il a juste agi. Il courut vers le côté de l'hôpital où se trouvait une échelle de secours. La porte était verrouillée, mais une fenêtre du 1er étage était entr'ouverte. Il grimpa en utilisant une poubelle comme appui, s'éraflant les genoux, déchirant sa chemise, mais ne s'arrêta pas. Il entra par le couloir de la buanderie. Des infirmières crièrent. Il continua de courir. Escalier, 2e étage, 3e étage. Son cœur battait si fort qu'il pensait qu'il allait exploser. « Arrêtez-le » cria quelqu'un derrière lui. Mais Léo était rapide, maigre, désespéré. Il tourna le coin, vit le panneau. Chambre 314. 2 agents arrivaient dans la direction opposée. Il n'avait pas le temps. Léo se jeta contre la porte, la poussant de son épaule. Elle s'ouvrit violemment, claquant contre le mur avec un grand bruit. Et là, la scène. Antoine Morel, avec un stylo à la main, penché sur les papiers sur la table de chevet de Manon. Sa tante Sophie tenant la main de sa nièce. Le médecin attendant la signature qui scellerait le destin de la jeune fille. Tous se tournèrent vers Léo comme s'il était un fantôme. « Toi !» cria Antoine, laissant tomber le stylo. Mais Léo ne le regardait pas. Il regardait Manon, ce visage pâle. Les moniteurs qui clignotaient froidement.
la vie qui était à quelques secondes d'être interrompue. « Non !» cria Léo, courant vers le lit. Les agents entrèrent derrière lui, mais il fut plus rapide. « Vous ne pouvez pas faire ça. Sortez-le d'ici !» ordonna Antoine, mais sa voix tremblait. Les agents attrapèrent Léo par les bras, mais il se débattit avec une force venant d'un endroit au-delà du physique. « Écoutez-moi, s'il vous plaît !» Les larmes coulaient sur le visage sale de Léo. « Vous ne comprenez pas. Il n'y a rien à comprendre, » intervint le médecin. « Garçon, tu dois partir d'ici tout de suite. »« Elle est enfermée !» cria Léo, luttant contre les agents. « Elle est enfermée dans son propre corps. Les machines la maintiennent dans cet entre-deux. Elle a besoin que vous les débranchiez. »« Cela n'a aucun sens, » dit la tante Sophie. « Si, ça en a. » Léo regarda directement Antoine. « Vous croyez que je ne sais pas à quel point ça semble fou ? Je le sais, mais je sais aussi qu'elle m'entend. Chaque fois que je lui parlais, son cœur changeait. Elle est là-dedans, elle essaie de revenir, mais les machines la retiennent. C'est biologiquement impossible, dit le médecin. Alors comment j'explique que je le sens, cria Léo, et sa voix se brisa. Comment j'explique que chaque fois que je lui tenais la main, quelque chose changeait? Comment j'explique que je sais, de toute mon âme, qu'elle attend? Antoine regarda ce garçon, ses yeux désespérés et honnêtes, et quelque chose en lui trembla. « S'il vous plaît, » implora Léo, plus doucement, plus vulnérable. « Je sais que vous me détestez. Je sais que vous pensez que je ne suis qu'un garçon pauvre qui veut profiter. Mais je vous jure sur ma mère, sur ma vie, que je dis la vérité. Garçon, je ne peux pas. Débranchez les machines. Votre fille va se réveiller. » La phrase résonna dans la pièce comme un coup de tonnerre. Silence absolu. Antoine regarda Manon, cette fille qu'il avait perdue bien avant l'accident, la fille qu'il n'avait jamais su aimer correctement. « Monsieur Morel, dit le médecin avec prudence, n'écoutez pas cet enfant. Il est sous le choc, confus. Si nous débranchons les machines, Manon mourra en quelques minutes. »« Où elle se réveillera, murmura Léo. C'est de la folie, dit Sophie. Mais Antoine n'écoutait plus personne. Il regardait Léo, le regardait vraiment, et voyait quelque chose qu'il avait refusé de voir auparavant, la vérité, l'amour pur, la foi impossible. « Lâchez-le, dit Antoine doucement. « Monsieur, j'ai dit de le lâcher !» Les agents relâchèrent Léo, confus. Antoine s'approcha du garçon. Il se tint face à lui, l'homme d'affaires millionnaire et le gamin de la cité. Deux mondes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, mais qui étaient liés par la même personne. « Si je fais ça, dit Antoine, la voix tremblante, et qu'elle meurt, tu porteras ça toute ta vie. Es-tu prêt pour ça ?» Léo n'hésita pas. « Si vous ne le faites pas et qu'elle reste enfermée pour toujours, c'est vous qui le porterez. Qu'est-ce qui est pire ?» La question perça Antoine comme une balle. Il regarda sa sœur, le médecin, les machines, sa fille. Et puis il fit quelque chose qui défiait toute logique, toute raison, toute science. Il marcha jusqu'au ventilateur qui maintenait Manon en vie. « Monsieur Morel, non !» cria le médecin. « C'est un suicide médical, je ne peux pas le permettre. »« Ce n'est pas votre décision, » répondit Antoine, « c'est la mienne. »« Antoine, pense à ce que tu fais, » implora Sophie. Mais Antoine avait assez réfléchi. Pendant 5 mois, il avait réfléchi. Et chaque pensée le ramenait au même endroit, le vide. Peut-être était-il temps d'arrêter de penser et de commencer à sentir. Il posa sa main sur l'interrupteur du ventilateur. « Pardonne-moi si je me trompe, Manon, » murmura-t-il, et il l'éteignit. Le son qui remplit la pièce fut assourdissant. Le bip d'alerte des moniteurs, le silence du ventilateur qui s'arrêtait, le cri de sa tante, la course du médecin. « Qu'avez-vous fait ?» cria le médecin se précipitant pour le rallumer. « Non !» Antoine bloqua son chemin. « Attendez, elle va mourir. Attendez !» Les secondes s'étirèrent en heures. Manon ne bougeait pas. Les moniteurs montraient son cœur ralentir. L'oxygène chutait. Léo était figé à côté du lit, tenant la main de Manon, les larmes coulant. « Reviens, Manon, » murmura-t-il. « Reviens, tu n'es plus enfermé, tu peux revenir maintenant. » 10 secondes, 15, 20, rien. Le médecin essaya de passer à nouveau. « Maintenant, elle est en train de mourir. » « Juste une seconde de plus, supplia Antoine, les larmes aux yeux lui aussi.
30 secondes. Les moniteurs commencèrent à biper plus rapidement. Alerte critique. Et puis, un doigt, l'auriculaire de Manon bougea. « Regardez !» cria Léo. « Regardez !» Tout le monde se figea. Un autre mouvement. La main entière maintenant, serrant celle de Léo. « Manon !» Antoine tomba à genoux à côté du lit. Et puis ses yeux s'ouvrirent, lentement, comme si elle se réveillait d'un sommeil de 100 ans. Ses paupières tremblèrent, puis s'ouvrirent. Et ses yeux noisettes, qui avaient été éteints pendant 5 mois, firent la mise au point. D'abord sur le plafond, puis sur le visage de son père, puis sur le visage de Léo. « Tu es venu ?» murmura-t-elle, la voix rauque après des mois sans l'utiliser. Léo s'effondra. Il pleura comme il n'avait jamais pleuré de sa vie. La chambre explosa dans le chaos. Le médecin courut vérifier les signes vitaux, incrédule. La tante Sophie se couvrit la bouche, sanglotant. Les agents de sécurité observaient sans mot dire. Et Antoine Morel, l'homme qui avait tout mais n'avait jamais plié le genou devant personne, s'effondra à côté du garçon pauvre qu'il avait humilié, méprisé, chassé. « Tu as sauvé ma fille !» murmura Antoine, la voix brisée. « Tu me pardonnes ?» Léo le regarda à travers ses larmes. « Elle vous pardonne. » Et c'est tout ce qui comptait. Manon, encore faible, tendit l'autre main vers son père. Antoine la prit, tremblant. « Papa, » murmura-t-elle, « tu as cru. » Et là, dans cette chambre d'hôpital, 3 vies changèrent à jamais. L'impossible s'était produit. Et tout cela parce qu'un garçon pauvre avait aimé suffisamment pour croire quand personne d'autre n'y croyait. La nouvelle se répandit dans l'hôpital comme une traînée de poudre. En 15 minutes, la moitié du 3e étage était au courant. En une demi-heure, tout l'hôpital en parlait. En 1 heure, il y avait des caméras de télévision à l'extérieur. Le gamin de la cité sauve la fille du millionnaire dans un miracle médical. Les couloirs étaient pleins. Infirmiers, médecins, patients, familles. Tous voulaient voir de leurs propres yeux, certains par curiosité, d'autres par incrédulité. Mais tous venaient. Le docteur Lévesque était en état de choc absolu, vérifiant les signes vitaux de Manon pour la 10e fois, incapable de traiter ce qu'il avait vu. « Ce n'est pas possible », répétait-il, regardant les examens. « Biologiquement, neurologiquement, ce n'est pas possible. Mais c'est arrivé », dit une autre doctoresse observant Manon assise sur le lit, encore faible, mais consciente, vivante, réveillée. La nouvelle parvint aux oreilles du directeur de l'hôpital. Le docteur Philippe Garnier, un homme d'une 60aine d'années qui dirigeait l'endroit depuis 2 décennies, vint personnellement dans la chambre. Il regarda Manon, Antoine, Léo qui était toujours là, tenant la main de son ami, comme si la lâcher signifiait qu'elle disparaîtrait à nouveau. « Monsieur Morel, » dit le directeur, la voix mêlée d'admiration et de confusion, « ce qui s'est passé ici va à l'encontre de tout ce que nous savons sur la médecine. Mais c'est arrivé. » Antoine n'arrivait pas à s'arrêter de regarder sa fille, ses yeux qu'il pensait ne jamais revoir ouverts. « J'ai failli la tuer, » murmura-t-il. « J'ai failli signer ses papiers. »« Mais vous ne l'avez pas fait ?» dit Léo doucement. Antoine regarda le garçon. Le regarda vraiment, et vit toutes les fois où il l'avait jugé, méprisé, chassé, humilié. Il vit son propre préjugé se refléter comme un miroir cruel. « Je t'ai traité comme des ordures, » dit Antoine, la voix se brisant. « Je t'ai appelé gosse, profiteur, fléau, je t'ai blâmé pour l'accident de ma fille, j'ai essayé de te détruire. » La chambre était silencieuse. Tout le monde écoutait. « Et toi ?» continua Antoine, les larmes coulant librement. « Tu as sauvé ma fille alors que j'étais sur le point d'abandonner. » Léo ne savait que dire. La douleur et la gratitude sur le visage de cet homme étaient trop brutes pour être feintes. « Je n'ai pas besoin de remerciements, » dit Léo. « J'avais juste besoin qu'elle se réveille. »« Mais tu le mérites, » Antoine se leva. « Tu mérites que je reconnaisse devant tout le monde que j'avais tort, à ton sujet. Surtout. » Il regarda les gens qui se pressaient à la porte de la chambre. Les médecins, les infirmiers, les agents de sécurité, tous ceux qui avaient été témoins des humiliations qu'il avait fait subir à Léo. Antoine Morel, l'entrepreneur qui ne s'inclinait jamais devant personne, tomba à genoux devant le garçon de 12 ans. Le choc fut palpable, les gens haletèrent.
quelqu'un commença à filmer avec son téléphone portable. « Pardonne-moi, » dit Antoine, la voix assez forte pour que tout le monde l'entende. « Pardonne-moi de t'avoir jugé pour ta pauvreté, d'avoir pensé que l'argent définit le caractère, d'avoir été aveugle au point de ne pas voir que tu avais quelque chose que je n'ai jamais eu, un amour sincère pour ma fille. » Léo tenta de le faire se relever, mais Antoine lui serra les mains. « Non, laisse-moi finir. » Il regarda autour de lui, vers tous ses témoins. « J'ai passé ma vie à construire un empire. J'ai conquis tout ce que l'argent peut acheter. Mais ce garçon qui n'a rien m'a appris quelque chose qu'aucune affaire, aucun million, aucun pouvoir ne m'a jamais enseigné. »« Quoi ?» demanda quelqu'un à la porte. « Que la valeur d'une personne ne se mesure pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'elle est capable de donner. » La phrase résonna dans le couloir. « Je t'ai chassé de la résidence devant tout le monde, » continua Antoine, regardant toujours Léo. « Je t'ai humilié. Je t'ai traité de noms horribles. Et toi, même après tout ça, même après que j'ai détruit ta dignité, tu es revenu. Pas pour te venger, pas pour me confronter, mais pour sauver ma fille. » Les larmes de Léo recommencèrent à couler. « Ce garçon, » Antoine se tourna vers l'assemblée, « n'est pas un gamin. Ce n'est pas un profiteur. Ce n'est pas un fléau. Ce garçon est un héros. Et moi, avec toute ma richesse et mon pouvoir, je suis le vrai pauvre ici. » Le silence était absolu, parce que j'avais tout, et je ne voyais rien. Et il n'avait rien, mais il voyait tout. Manon, depuis le lit, tendit la main vers son père et vers Léo. « Vous m'avez sauvés tous les deux, » dit-elle, la voix encore faible. « Papa, tu m'as sauvé en croyant. Léo, tu m'as sauvé en n'abandonnant jamais. » Antoine se releva et serra Léo dans ses bras. Une accolade sincère, forte, pleine de regrets et de gratitude. « Merci, » murmura-t-il à l'oreille du garçon. « Merci d'être meilleur que moi. » Quand ils se séparèrent, sa tante Sophie s'approcha. Elle aussi avait les larmes aux yeux. « Je t'ai aussi mal jugé, » avoua-t-elle à Léo. « Et j'avais tort, complètement tort. » Un par un, les gens dans la chambre commencèrent à s'approcher de Léo. Des médecins s'excusant d'avoir douté. Des infirmiers disant qu'ils avaient appris une leçon sur la foi. Des agents qui l'avaient expulsé, le saluant maintenant avec respect. Le directeur de l'hôpital prit la parole. « Jeune Léo, je ne connais pas ton nom de famille, mais je veux que tu saches que tu seras toujours le bienvenu dans cet hôpital. Plus que ça, je veux que tu saches que ce que tu as fait ici aujourd'hui va changer la façon dont nous traitons les cas de coma. Tu nous as appris que la médecine n'est pas seulement une science, c'est aussi la foi, l'intuition, l'amour. » Léo était submergé. Il était venu juste pour sauver son ami. Il n'attendait pas cela, il ne voulait pas cela. « Je voulais juste qu'elle revienne, » dit-il simplement. « Et c'est exactement pour ça, » dit Antoine, posant une main sur son épaule, « que tu es extraordinaire, parce que pour toi, il ne s'agissait jamais de reconnaissance, il s'agissait toujours d'elle. » Le téléphone portable de quelqu'un sonna, puis un autre, des notifications qui apparaissaient partout. La vidéo d'Antoine à genoux, demandant pardon à Léo, était déjà virale sur les réseaux sociaux. Millionnaire à genoux, devant le gamin pauvre qui a sauvé sa fille, le miracle de l'amour, comment un garçon de la cité a prouvé que les médecins avaient tort. L'histoire se propageait dans la ville, dans le pays, dans le monde. Et là, dans cette chambre d'hôpital, 3 vies entrelacées par des circonstances impossibles venaient de redéfinir le sens de la famille, de la classe, des préjugés et de l'amour. Antoine regarda Manon, puis Léo, et enfin lui-même, reflété dans la fenêtre de la chambre. Il ne reconnaissait pas l'homme qu'il voyait, mais pour la première fois depuis des décennies, il aimait ce qu'il voyait, parce que pour la première fois, il était humain. Et tout cela grâce à un garçon de 12 ans qui avait refusé d'abandonner quand le monde entier l'avait fait. 3 mois plus tard, le soleil de l'après-midi peignait le parc de la résidence du lac doré de tons dorés, le même parc où tout avait commencé, la même balançoire où une enfant solitaire avait rencontré un garçon courageux. Manon était assise à nouveau sur cette balançoire, mais cette fois, elle n'était pas seule. Léo était à côté d'elle, la poussant doucement pendant qu'elle riait.
Un rire libre, léger, vivant. Plus haut, criait-elle, ses cheveux volant au vent. Tu vas t'envoler, riait Léo en retour. Depuis le banc voisin, Antoine les observait tous les deux. Il avait un sourire sur le visage. Quelque chose que les gens qui le connaissaient depuis des décennies disaient n'avoir jamais vu auparavant. Pas ce sourire d'entreprise, calculé, mais un sourire sincère, de père. À côté de lui se trouvait Madame Dubois, la mère de Léo. Plus cette femme consumée par la maladie que Léo soignait seul dans la cabane de la cité, Antoine s'était assuré qu'elle reçoive le meilleur traitement médical possible. Chirurgie, physiothérapie, médicaments, tout payé, sans question, sans condition. « Ton fils a sauvé ma fille », avait dit Antoine lorsqu'il avait offert son aide. « C'est le moins que je puisse faire. » Mais ce n'était pas le moins. Antoine avait fait bien plus. Il avait offert un emploi à Madame Dubois dans l'administration de la résidence une fois rétablie. Il avait inscrit Léo dans l'une des meilleures écoles privées de la ville, avec une bourse complète qu'il parrainait anonymement. Il avait ouvert les portes qu'il gardait fermées. Mais le plus important, il était devenu présent. Non seulement pour Manon, mais aussi pour Léo. Comme une sorte de second père. Quelqu'un qui reconnaissait avoir beaucoup à apprendre de ce garçon. « Ils sont heureux », dit Madame Dubois, observant les enfants jouer. « Oui », acquiesça Antoine, « et j'ai été le dernier à m'en rendre compte. » Il regarda ses propres mains. Des mains qui avaient construit des bâtiments, signé des contrats, mais qui avaient failli signer la condamnation à mort de sa propre fille. « Merci de m'avoir pardonné », dit-il à Madame Dubois. « Merci d'avoir changé », répondit-elle simplement. Léo et Manon coururent vers eux, essoufflés et riant. « Papa, on peut aller acheter de la glace ?» demanda Manon, accrochée au bras d'Antoine. Il la regarda. Cette fille qui était revenue des morts, littéralement. « Nous pouvons, dit-il, mais s'arrêta. « Mais d'abord, j'ai quelque chose à dire. » Manon et Léo s'arrêtèrent, attentifs. Antoine s'agenouilla devant eux, se mettant à leur hauteur. « J'ai passé toute ma vie à construire des murs, » commença-t-il. « Des murs entre les classes sociales. Des murs entre moi et les gens. Des murs même entre toi et moi, Manon. » Il prit leurs deux mains. « Et vous deux enfants de 12 ans, vous m'avez appris que ces murs ne protègent personne. Ils ne font qu'emprisonner. »« Papa, » commença Manon. Mais il continua. « Léo, tu n'avais aucune raison de me faire confiance quand je t'ai humilié, chassé, traité comme des ordures. Pourtant, tu es revenu. Pas pour moi, pour Manon. Et en faisant cela, tu m'as sauvé moi aussi. » Léo sentit un nœud dans la gorge. « J'ai juste fait ce que n'importe quel ami ferait, » dit-il doucement. « Non, » secoua Antoine. « Tu as fait ce que peu feraient. Tu as aimé quand il était plus facile de haïr. Tu as cru quand il était plus logique d'abandonner. Tu t'es battu quand tout le monde disait d'arrêter. » Il se leva, posant une main sur l'épaule de chaque enfant. « Vous êtes meilleurs que je ne le serai jamais, mais je passerai le reste de ma vie à essayer d'être digne de la seconde chance que vous m'avez donnée. » Manon serra son père dans ses bras et Léo se joignit à l'étreinte. Madame Dubois observait, les larmes aux yeux. Quand ils se séparèrent, Manon regarda Léo avec ce sourire qui lui avait tant manqué pendant les mois de coma. « Tu sais que j'ai tout entendu, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Quoi ? À l'hôpital. Quand tu me parlais. J'entendais tout. J'étais enfermé, comme tu l'as dit. Mais ta voix était comme une lumière dans l'obscurité. Et quand tu as crié à mon père de débrancher les machines, j'ai su que c'était ma chance de revenir. » Léo avait les larmes aux yeux. « Pourquoi ne l'as-tu pas dit avant ?»« Parce que j'attendais le bon moment, » sourit-elle. « Et c'est le moment, ici, où tout a commencé. » Antoine regarda autour du parc. La balançoire, le portail où il avait humilié Léo, le chemin que sa fille et ce garçon avaient parcouru ensemble. « Vous savez ce que j'ai appris ?» dit-il, plus pour lui-même que pour les autres. « Que la richesse ne se mesure pas en argent. Elle se mesure à qui est à vos côtés quand il ne vous reste plus rien. » Léo regarda Manon, puis sa mère, puis Antoine. « Vous aviez raison sur une chose, » dit Léo. « Sur quoi ? » ?»« Je n'avais vraiment rien, » sourit Léo, « mais cela m'a appris à tout valoriser. » Les 4 personnes, venues de mondes si différents, liées par une histoire impossible, marchèrent ensemble hors du parc.
Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel d'orange et de rose. Une nouvelle journée se terminait, mais une nouvelle vie commençait, pour Manon qui était renaissante, pour Antoine qui avait appris à être humain, pour Madame Dubois qui avait retrouvé la santé, et pour Léo qui avait prouvé qu'un cœur pur peut déplacer des montagnes. Tandis qu'il marchait, Manon tint la main de Léo et celle de son père, les unissant. « Vous savez quelle est la chose la plus importante que j'ai apprise ?» demanda-t-elle. « Quoi ?» demandèrent les deux ensemble. Elle sourit, regardant le ciel où le soleil se couchait. Que parfois, être perdu est la seule façon de trouver ceux qui comptent vraiment. Et là, dans cet instant parfait, il n'était plus l'homme d'affaires et le garçon pauvre. Ce n'étaient plus des mondes séparés par l'argent et la classe. Ils étaient juste une famille improbable, unie par quelque chose qu'aucune fortune ne pouvait acheter et aucune science ne pouvait expliquer. L'amour, le genre d'amour qui traverse les murs, qui réveille les morts, qui transforme les méchants en héros, qui prouve chaque jour qu'en fin de compte, nous ne sommes tous que des humains à la recherche de quelqu'un qui croit en nous quand nous ne croyons même plus en nous-mêmes. Et parfois, ce quelqu'un vient de là où l'on s'y attend le moins.